Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour la vidéo où ensemble on va parler des sorties de jeux de société de la semaine. Cette vidéo est enregistrée en direct sur Twitch. Si vous regardez cette vidéo en différé sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour qu'on puisse discuter ensemble justement des sorties de la semaine. Alors, ça va être comme d'habitude une petite sélection, on va pas parler de toutes les sorties, même si éventuellement on pourrait parce qu'il n'y en a pas énormément non plus. Alors, comment ça se déroule? Eh bien, on va sur MyLudo et on regarde ce qui est annoncé. Donc, c'était la sortie de la semaine de 7 février. Le premier jeu que je pourrais vous montrer, c'est Diluvio, qui est sorti donc chez Zacatrus. Un jeu de Angel Cruz, Juan Bardelio et Matteo Martin, illustré par Patricia De Blas. Celui-ci, je peux même vous le montrer comme ceci, puisque je l'ai et on y a déjà joué. Je lui ai mis une petite note de 6. Diluvio, c'est un jeu très familial, mais c'est pas, malgré, vous voyez, les illustrations et la couverture, c'est pas un jeu spécialement enfant, en fait. Hein. C'est vraiment un jeu familial. C'est du 8+, on peut y jouer avec des plus jeunes et avec toute la famille, mais c'est pas un jeu pour les enfants. Salut Gensteph. Dans Diluvio, vous avez, chaque joueur va avoir, en fait, un animal, d'accord, qui est représenté par des petites tuiles comme ceci. Vous voyez, donc chaque joueur va avoir sa propre couleur en fait de tuiles. Le but, ça va être de passer de ce plateau-là, c'est-à-dire du plateau jungle, de placer ces animaux ici lors de la mise en place, et tout au long du jeu, ça va être de faire basculer ces animaux qui sont sur la jungle, de les faire passer sur le radeau, puisque donc c'est le déluge, donc on va essayer de sauver un maximum d'animaux afin qu'ils soient protégés du déluge, donc sur ce radeau. Comment ça va se passer? Tout simplement, on va avoir 3 cartes en main. À notre tour de jeu, on va pouvoir en jouer une ou 2 cartes, et on va devoir lancer une fois ou 2 fois un dé pour faire bouger en fait le petit jeton que vous avez en haut ici, le jeton déluge. Donc je vais jouer mes cartes, je vais faire tout simplement les actions de mes cartes. Ces actions, c'est tout simplement déplacer mes jetons ou alors déplacer le radeau ici. Ça va être également sur ce deuxième plateau ici, ça va être de faire monter un de mes animaux qui aurait pu être dans les flots, le faire monter sur le radeau. Vous avez vu qu'ici peut-être il y a une espèce de calque, un petit... quelque chose qui se positionne sur le radeau, et bien qui va pouvoir également bouger. Donc au fur et à mesure qu'il va bouger, et bien il y a des tuiles qui vont pouvoir sortir du radeau et se retrouver dans l'eau. Donc c'est toutes ces actions là comme ça qu'on va essayer donc de faire progresser nos animaux pour qu'ils aillent jusque dans ce radeau là, et à partir de là on le transfère sur l'autre plateau, et c'est là aussi où on va avoir des actions. À chaque fois qu'on va lancer le dé également, il y a ce jeton là-haut qui va bouger. Je ne sais pas si on voit, hop, une autre photo. Non, il n'y a pas d'autre photo. Bon, bref. Et à chaque fois que le jeton là fait un tour complet, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle donc le déluge. Et là, à ce moment-là, on va prendre cette petite barrette là qu'on voit pas forcément très bien, mais en fait, elle n'est pas attachée au tableau, donc hop, tout simplement on va la faire glisser. Donc, et bien du niveau 0, elle va passer au niveau 1, et toutes les tuiles qui sont sous le niveau de l'eau, et bien vont être basculées dans l'autre plateau sur les flots. Et donc ça va demander beaucoup plus d'action pour le remettre en fait sur le radeau. Et à chaque fois, eh bien, le niveau de l'eau va augmenter jusqu'à la fin de la partie, qui sera donc déclenchée quand on arrivera ici, le niveau de l'eau. Là, à ce moment-là, eh bien, toutes les tuiles seront soit dans les flots, soit dans le radeau. On regarde qui est majoritaire tout simplement dans le radeau, et celui qui a le plus d'animaux de sa couleur remporte la partie. Voilà. Donc c'est un jeu très simple, très familial, très mignon, et c'est très agréable en fait à manipuler, que ce soit aussi bien le dé avec le jeton que jouer ses cartes et ces petites tuiles d'animaux. En fait ça fait partie un petit peu de la mécanique, et vraiment cette barrette, je vais vous la montrer vite fait.
cette barrette qu'on va faire évoluer sur le plateau pour justement bien montrer le niveau de l'eau, et bien ça participe en fait au plaisir de jeu, et ça marche plutôt pas mal, vous voyez. Donc hop, on voit cette barrette là comme ça, et au fur et à mesure on va la faire monter, et en fait elle est un petit peu creusée, donc les tuiles qui sont en dessous, et bien elles vont rester en dessous jusqu'à ce qu'elles réapparaissent pour être mis de l'autre côté sur le plateau avec dans l'eau en fait, hein. Voilà, donc c'est plutôt très sympa à jouer et agréable. Et je le répète, ce n'est pas un jeu à destination spécifiquement des enfants, même si les enfants peuvent y jouer, même entre eux, même nous, entre adultes, c'est plutôt bien passé. Alors, le prochain jeu, Flip 7, c'est un jeu qui est quand même attendu depuis quand même pas mal de temps. On avait eu l'occasion d'y jouer et de le découvrir à Vichy, là en septembre dernier. Et bien ça y est, il arrive en français donc sur les tables de jeu. Flip 7, c'est un jeu d'ambiance de stop ou encore avec des cartes, tout simplement. Il va y avoir tout un paquet de cartes qui va être à disposition des joueurs. Il y a un joueur qui va faire le distributeur en fait, et à mon tour de jeu, bien, qu'est-ce que je fais? Je vais taper sur la table ou dire je veux une carte, et à ce moment-là, bien, le joueur va lui donner une carte. On peut très bien décider de passer, et le but du jeu, ça va être donc collectionner 7 cartes, mais c'est sur ces 7 cartes, en fait, il faut qu'elles soient toutes différentes. C'est pour ça que ça s'appelle Flip 7. Il y a des cartes bonus, je passe les détails, mais le but, ça va être donc à chaque tour de jeu de récolter une carte, et en essayant de dire je continue, je m'arrête pour ne pas avoir 2 cartes identiques. Évidemment, il y a une récurrence des cartes qui est différente, c'est-à-dire que des 0, il y en a 1, des 1, il n'y en a qu'un seul, des 2, il va y en avoir 2, des 3, il va y en avoir 3, etc. jusqu'à 12, où il va y en avoir forcément 12. Et donc, si tu pioches un 12, tu as beaucoup plus de chances par la suite de retrouver un 12. Donc, tu peux te dire, bon, j'arrête. Et à ce moment-là, tu marqueras 12 points. Et si jamais tu peux, ou je ne sais plus exactement, mais bref, tu vas marquer plus ou moins de points suivant le nombre de cartes que tu as et la valeur de tes cartes. Et si tu exploses, évidemment, c'est-à-dire que si tu repioches une carte que tu as déjà dans ton jeu, tu marqueras 0 points. Donc après voilà, je disais, il y a des cartes bonus qui vont te permettre de te protéger, ou de repiocher une carte, une seconde chance, ou alors d'obliger un autre joueur à piocher 3 cartes d'affilée, ou de le faire arrêter de jouer, etc. etc. C'est un jeu tout bête, ça marche plutôt pas mal autour de la table. C'est à partir de 8 ans, les parties d'environ 20 minutes. Je lui avais mis un petit 6, bon, parce que j'ai fait qu'une... Enfin, j'avais fait une première partie découverte, on a refait quelques parties au mois de décembre, donc il faut que je rejoue pour vraiment me faire un avis un petit peu plus final. C'est un jeu donc édité chez Catch Up Game, un jeu de Eric Olsen et illustré par O'Neill Mabil. Et donc l'éditeur original c'est The OP. Hop. Voilà pour Flip 7. Si vous cherchez un petit jeu de cartes, d'ambiance, de stop ou encore, où il y a un petit peu d'ambiance autour de la table, franchement, The Flip 7, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Le prochain jeu, c'est Antise. Ça, j'ai envie de dire que c'est plus... Antise, c'est plus une expérience qu'un jeu à part entière. J'ai déjà joué, j'ai déjà fait une partie de Antise. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe autour de la table. J'étais pas spécialement motivé en fait pour jouer à Antise. Ce genre de jeu où tu dois un petit peu jouer un rôle, ou te mettre un petit peu en scène, ou faire du spectacle, c'est pas trop mon truc. Mais il fait que voilà, la boîte, on a eu l'occasion d'y jouer dans un lieu assez particulier, avec des gens extraordinaires. Donc je me suis dit, bon, je peux pas passer à côté de cette expérience. C'est pas demain la veille qu'on se retrouvera dans ces conditions-là. Il faut absolument y jouer. Et franchement, je regrette pas. Vous voyez d'ailleurs, je lui ai mis une note de 8 sur My Ludo. C'est vraiment une expérience
incroyable, où il y a un espèce de maître du jeu qui va distribuer des cartes à tous les autres joueurs. Donc il faut quand même, là, vous voyez, minimum être 6. C'est mieux parce que sinon ça marcherait un petit peu moins bien. Je pense qu'à partir de 6, hein, voilà, c'est l'idéal. Donc le maître du jeu va distribuer des cartes aux autres joueurs. Ces cartes-là, elles nous indiquent si on est possédé ou si on est un espèce de médium. Et il faut savoir que donc ce jeu va se jouer dans le noir. Et on ne va être éclairé que à la lumière, en fait, eh bien, de son téléphone portable. Donc on déverrouille son téléphone portable, pas la lampe du téléphone, uniquement en fait l'écran comme ça. Donc on va regarder notre carte, on va découvrir si on est possédé ou si on est un médium, et cette carte là va nous indiquer bien notre mission. Si on est un médium, on va devoir essayer de délivrer les autres joueurs qui sont possédés. On a toujours sur cette carte là une petite contrainte qui va nous permettre de faire avancer un petit peu la partie et de gagner des points. Genre faire un petit rôle supplémentaire. Par contre, les joueurs qui sont possédés, ils ont également donc un texte sur leur carte, une mission. C'est pas vraiment une mission, mais en fait c'est une contrainte, une mise en place en fait qu'ils vont devoir faire pour tenter de soit de posséder en fait les autres médiums, mais c'est pas réellement le but du jeu, parce que le but du jeu c'est que personne ne soit possédé, ou alors également de se faire délivrer par les médiums. Donc je vais vous montrer, donc j'ai le jeu en fait, j'ai la boîte de jeu, je l'ai pas entièrement ouvert, mais je peux vous montrer en fait une carte. C'est une carte qui est dans le paquet des possédés, et je trouve vraiment, j'aurais adoré tomber sur cette carte. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. En fait, voilà comment se présente, par exemple, la carte de un possédé. Donc, dès que tu reçois ta carte, tu lis le texte un petit peu, qui va te faire donc une mise en place. Je vais vous le dire. Quand un médium s'approche de vous, chuchotez « De quoi as-tu le plus peur ?» Attendez sa réponse, puis dites « Ne regarde pas derrière toi » et comptez jusqu'à 10. Voilà. Donc ça, tu es possédé. Tu vas te mettre à un endroit dans la pièce, dans la maison. Je détaille pas en fait, mais je pense que voilà, vous avez compris que Antise, c'est un jeu qui ne se joue pas assis autour d'une table en fait. Il y a un maître des cérémonies qui distribue des cartes. Chaque joueur reçoit une carte et va se dispatcher un petit peu dans toute la maison, le lieu ou à l'extérieur, etc. Bref. Le médium lit sa carte, il se met à un endroit et il attend qu'un médium essaye de venir pour essayer en tout cas de le délivrer. Et donc là il dit « De quoi as-tu le plus peur ?» Le médium répond ou ne répond pas, il peut très bien partir faire d'autres choses et tout. Et si jamais le médium répond, le possédé doit lui dire « Ne regarde pas derrière toi ». Et là, il va se passer deux choses, c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, c'est inscrit en bas de la carte. Si le médium se retourne, le possédé lui indique qu'il devient lui aussi possédé, et donc il doit lui montrer la carte, et les deux personnes sont maintenant possédées. Si il ne se retourne pas, à ce moment-là, le médium a réussi un petit peu son petit challenge. Et là, à ce moment-là, il libère le possédé qui va pouvoir rejoindre la table où est le maître de cérémonie. Voilà pour une carte typiquement d'un possédé. Il y a un petit plateau, effectivement, même le maître de cérémonie va avoir également, lui, de son côté aussi, des missions à réaliser et en fonction de tout ce qui se passe, en fait, dans le... j'allais dire autour de la table, mais non, mais en fait, avec tous les autres joueurs. Donc voilà, vraiment, Antise... Antise, hâte de le faire découvrir à plein de gens et normalement à des ados. Franchement, il faut pas hésiter. Si vous avez un groupe au moins de 6 personnes avec qui vous voulez vraiment passer, parce que c'est pas très long en fait, c'est vraiment, les manches sont chronométrées, donc là vous voyez, une partie c'est 30 minutes, à peu près 3/4 d'heure en expliquant les règles et tout, mais vous pouvez faire une expérience de jeu en 1 heure, vraiment incroyable. C'est vraiment
En même temps, c'est drôle, en même temps, ça fait peur. Il faut vraiment que les joueurs, en fait, se prennent au jeu. Il faut s'investir un petit peu. Sinon, effectivement, ça marche un peu moins bien. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. N'étant pas très jeu, un petit peu de rôle comme ça, eh bien, franchement, j'ai trouvé ça, mais excellent. Je pourrais le comparer un petit peu, il y a quelques années, est sorti chez Yellow, Two Room and a Boom. J'avais pas du tout aimé ce jeu-là, j'avais trouvé ça trop, je sais pas, je m'étais pas amusé du tout. Alors autant là, j'aime bien avoir peur, en fait c'est une sensation qui me plaît, d'avoir peur. Et là on a peur, mais en même temps on rigole en fait, parce qu'on le sait que voilà, si on a peur on sursaute, c'est vraiment, voilà, bref. Antise, c'est excellent. Max, franchement, ouais, tu peux y aller si tu as un groupe d'ados avec qui tu veux faire une soirée, un truc original qui change de l'ordinaire, et pour vraiment les mettre en situation, ça, tu peux pas passer à côté. Ouais, voilà, alors tu nous dis donc Two Room and a Room, ça aurait pu être bien. De mon côté, ça a marché, mais sans vraiment marcher. Je ne sais comment expliquer le ressenti. Voilà, c'est que, en fait, Two Room and a Boom, il y a trop de trucs. Chacun va avoir un rôle, il faut montrer, il faut pas montrer. Et puis il y a les présidents, il y a le truc, il y a les deux clans de chaque côté. En fait, si tu veux, pour le type de jeu que c'est, la proposition, c'est trop compliqué, tu vois. Ça implique trop de choses. Alors que là, tu reçois une carte, tu lis, tu fais ce qu'il y a sur la carte, et voilà. Et c'est drôle, ça fait peur, il y a vraiment une ambiance particulière, et du coup, ça marche bien. Et oui, voilà, tu comprends rien en fait dans Two Room and a Boom. Là, c'est vraiment super. Moi, c'était vraiment un truc assez extraordinaire qui s'est passé autour de la table. Vous voyez, je lui ai mis un 8, je le recommande. Il est aux alentours de 17,90€, donc franchement, pour 17 €, même pas 20 francs, 20 balles, 20 francs, pour même pas 20€, vous avez une boîte de jeux que vous allez pouvoir faire et refaire, puisqu'il y a vraiment énormément de cartes. Je sais pas s'il y a le détail là, il y a 136 cartes, donc c'est énorme en fait, les cartes. Vous allez jamais tomber sur la même carte, que vous soyez possédé ou médium, en sachant que à chaque manche ça va changer. Donc vous n'allez pas forcément être toujours médium, et vous n'allez pas forcément être toujours possédé. Donc il y a tout ça de cartes en fait, donc c'est quand même impressionnant. Jamais vous allez, je pense, avoir deux fois la même partie. Et moi j'ai très envie d'y rejouer. Quand on y avait joué, j'étais pas maître de cérémonie. Et là j'ai vraiment envie d'y jouer, parce que j'ai vraiment envie d'être le maître de cérémonie de Antise. Donc il est édité par Greg Games. C'est un jeu de Damien Fulkalska et Marc-Antoine Doyon. Il n'y a pas les illustrations. Alors on va les trouver sur la boîte de jeu peut-être. Oui. Mais c'est écrit tout petit. J'ai l'impression que c'est indiqué Cowboy Tattoo. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que je vois, plus ou moins. Voilà, ça c'est la grosse recommandation, en tout cas de la semaine pour Antise. Passons au suivant avec Canal. Canal, c'est sorti donc vendredi 7 février aux alentours de 65€. C'est un jeu qui se joue en solo ou à 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60-90 minutes. On a fait une partie cet après-midi, je pense qu'elle a duré quand même un petit peu plus de 90 minutes. Bon, c'était notre première partie, donc peut-être qu'au fur et à mesure où tu connais un petit peu les règles du jeu, je pense que oui, tu peux faire 90 minutes. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, illustré par Maria Georgieva et Crotom Studio, donc chez Silex. Alors dans Canal, comme son nom l'indique, on va faire des canaux, c'est-à-dire c'est un jeu en fait de réseau. Donc on va faire des réseaux avec des canaux, mais également avec des chemins qui vont être différents, des chemins en terre, des chemins en pierre et des chemins de fer. Donc vous imaginez que pour construire ces réseaux, eh bien je vais devoir dépenser des ressources qui seront différentes en fonction du réseau que je souhaite faire. Eh bien, on va retrouver, alors
bah, je vais vous le montrer parce qu'il n'y a pas de photo. La musique est un peu forte. Allez. Hop, je vais baisser. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Dites-moi. Je sais pas si ça change énormément ou alors je vais passer directement par ici en faisant comme ça. Voilà, normalement ça devrait être beaucoup mieux comme ça. Donc Canal, hop, je vous disais que dans Canal on va construire des réseaux, chemin de fer, etc. Et là le truc qu'on va retrouver, c'est la fameuse roue de gestion de ressources qu'on avait vue dans Black Forest. Vous vous souvenez, dans Black Forest, il y avait cette espèce de roue comme ça qui était beaucoup plus petite. Black Forest qui est toujours derrière moi. Et bien là, dans Canal, on retrouve également cette roue de gestion de ressources par Uwe Rosenberg, qui va être sensiblement le même fonctionnement, mais pas tout à fait. Donc Uwe Rosenberg reprend cette mécanique de gestion de ressources avec cette roue, avec plus ou moins le même principe. Donc si vous connaissez le fonctionnement de la roue de ressources dans la route du Ver ou Black Forest, dans Canal, vous n'allez pas être dépaysé. Comment ça fonctionne? En gros, vous avez donc cette roue où vous allez avoir vos ressources qui vont être donc posées par-dessus. Il faut imaginer les jetons en fait ressources dessus, et c'est indiqué en fait le nombre que vous allez avoir en fait en fonction de là où est située la roue. Le début c'est ça, donc vous voyez que là pour le début de partie nous allons avoir 0 acier et 0, je crois que c'est le bois. Par contre on aura une pierre et nous aurons également un charbon et 2 argiles. Voilà. Et au fur et à mesure, eh bien ça va être modifié. Ça va tourner. Là, on va avoir eh bien, de plus en plus ou de moins en moins de ressources. Et en contrepartie, eh bien, on va avoir de plus en plus ou de moins en moins de ressources de ce côté-là. Il faut imaginer les meeples, enfin les jetons dessus, parce que là, c'est préimprimé pour la mise en place. Mais il faut imaginer en fait les jetons dessus. Et le plateau joueur, eh bien c'est ceci. Hop, je vous en montre un. Voici, hop là, un plateau joueur. Eh bien, les réseaux que je vous disais avec les chemins, soit les chemins de terre, les chemins de pierre, les chemins de fer ou les canaux, ça va être tout ce qui est ici. Donc sur le début, il y en a 4 qui sont préimprimés sur le plateau de jeu et vous allez les construire tout autour en fait de ces cases. Ces cases-là, eh bien tout simplement, ce sont des bâtiments qu'on va devoir construire. On va construire une industrie dans l'Allemagne de je ne sais plus quelle année, 19e. Donc il y a, c'est marrant parce que dans ce jeu en fait il y a plein de petits paquets de cartes. Donc nous elles sont pas ouvertes en fait puisqu'on va jouer avec un deck qui est ici. Donc un deck de cartes, et bien en fait ce sont les bâtiments. Je vais vous en montrer peut-être vite fait un. Hop là, voilà. Donc par exemple, si j'ai, donc il y a une petite rivière de cartes, je vais placer un jeton sur le plateau principal pour indiquer quelle action je vais faire. Il y a plein d'actions, donc notamment construire un bâtiment. Je vais devoir dépenser 2 pierres et 2 pièces. Ce bâtiment me rapportera 8 points de victoire. Et quand je vais l'activer, je vais pouvoir gagner donc ce qui est indiqué, que je ne vois pas. Eh bien je vais pouvoir, si j'ai un bois, un charbon et un argile, je vais pouvoir gagner une pièce. Donc ça, ce sont les bâtiments de départ. Je vais pouvoir en avoir de plus en plus qui rapportent de plus en plus de points, qui vont permettre de transformer des ressources, qui vont permettre également d'obtenir d'autres ressources, qui vont me permettre d'avoir tout simplement des points de victoire, des pièces également pour acheter. Et donc ces cartes-là de bâtiment, je vais les positionner sur mon plateau. Pour pouvoir activer un bâtiment, il faut que le bâtiment soit entièrement entouré de chemins, peu importe le chemin, ou alors, et également qu'il soit relié par 2 ponts. Les ponts, c'est ces petits jetons comme ça aussi, ça fait partie des actions
à réaliser sur le plateau principal. Donc s'il est entouré entièrement de réseaux, je peux l'activer, donc gagner les points ou transformer les ressources, etc. Si également il est relié par 2 ponts, eh bien je vais pouvoir le réactiver une seconde fois. Voilà, on ne peut activer un bâtiment que uniquement 2 fois. Donc il va falloir donc gérer en fait les bâtiments. On va devoir gérer nos ressources avec cette roue et on va devoir gérer donc nos actions. À notre tour de jeu, nous avons que 2 actions ou 3 si on est le premier joueur. Je voulais vous montrer le plateau mais je le vois pas. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je pense qu'il est, il doit être en dessous peut-être. Ah non, il est là. Voilà, ça c'est le plateau principal où je vais venir poser un de mes jetons pour faire mes actions, en sachant que ce qui est en haut est masqué au début de la partie, puisque ce sont à ces endroits-là qu'on va poser les cartes bâtiments. Au fur et à mesure qu'on va les dévoiler, eh bien ça va libérer des nouveaux emplacements qu'on va pouvoir également effectuer. Donc les emplacements, c'est tout simplement construire un bâtiment et construire des routes. Il va y avoir également des emplacements où on va pouvoir faire un petit peu le plein de ressources. Pour construire une route classique, il faut un argile. Pour construire un chemin de pierre, eh bien, il faut de la pierre. Pour construire un pont, il faut du bois. Pour construire un canal, il faut dépenser 3 pièces. Et on récupère 2 argiles. Pour construire un chemin de fer, il nous faut un bois et un métal. Voilà, grossièrement, canal, c'est ça. C'est plutôt... C'est plutôt pas mal au niveau de la gestion des ressources, hein, justement avec ça. C'est pas trop dépaysant si vous connaissez déjà Black Forest. J'ai été un petit peu frustré sur ma première partie. J'ai eu l'impression que je n'avançais pas. Alors que Anto, lui, il avait plein de ressources et tout. Moi, j'avais très peu de ressources, j'arrivais pas à débloquer. Mais en fait, on n'a pas eu la même stratégie tous les deux. Et la fin de partie... il a gagné, mais la différence de points, au final, c'était pas si énorme que ça. Je pense que si j'avais un peu moins râlé, comme d'habitude, si je m'étais plus concentré, je pense que j'aurais pu, peut-être pas, je dis pas gagner, mais j'aurais pu peut-être un petit peu creuser un petit peu moins cet écart de points pour essayer de m'en sortir un petit peu mieux. Mais je pense qu'il y a une belle marge de progression. Maintenant que j'ai compris un petit peu la mécanique de ce jeu, je pense qu'on peut s'en sortir un petit peu mieux. Mais il y a un petit peu le hasard du tirage des cartes au niveau des bâtiments. C'est le seul hasard que vous allez avoir, hein, c'est le tirage des bâtiments. Après, il n'y a pas du tout de hasard, c'est vraiment du contrôle à 100%. Donc, à rejouer. Mais voilà, je sens que c'est un beau jeu de gestion de réseau, de construction de réseau et de gestion de ressources. Donc comme je disais, Canal, c'est un jeu qui est édité donc, par Silex et un jeu de Uwe Rosenberg. Il est sorti vendredi 7 aux alentours de 65 € pour 1 à 2 joueurs. Je suis en train de me dire 65 € pour un jeu de 2 joueurs, c'est quand même pas donné. Mais c'est quand même un gros jeu, en fait. C'est pas un jeu familial qui se joue en 30 minutes. C'est complètement l'inverse. C'est un jeu initié qui va vous demander pas mal de réflexion et qui va vous prendre un petit peu de temps. Donc, je pense que du coup, ça justifie le prix. Je vais pas lui mettre de note pour l'instant. Si vous voulez découvrir la note que je mets à Canal, eh bien, il faudra venir lors du live du débrief ludique. C'est tous les lundis à 20h, donc c'est demain à 20h. Eh bien, venez, vous découvrirez mon avis un petit peu plus en détail et la note que je vais attribuer sur Malido à Canal. Je voulais vous proposer de rester sur des jeux à 2 joueurs avec le trio de Monumental Duel. Eh bien, donc ça c'est sorti, ça y est, les 3 boîtes de Monumental Duel sont sorties. J'ai joué à Exploration. Est sorti vendredi, Monumental Duel. Et là je vous montre la boîte de jeu Exploration.
Donc dans Monumental Duel, c'est plus ou moins la même mécanique de gestion de cartes que dans Monumental. Je sais pas si on le voit. On le voit ici. Voilà, il est là, le Monumental. Ça, c'est le jeu de base où on peut jouer à plusieurs. Là, le Monumental Duel, eh bien, on ne joue qu'à 2, comme son nom l'indique. Donc, on va rester avec la même mécanique de jeu de cartes de Monumental, sauf qu'on va complètement supprimer la partie centrale du plateau avec les tuiles qu'on positionne au centre. Là, on ne va jouer que avec des cartes et avec des jetons. Donc la mécanique principale, c'est qu'on va construire avec notre deck, parce qu'il y a un petit peu du deck building, même si c'est pas réellement du deck building comme on l'entend, mais un petit peu quand même. On va construire un tableau de cartes devant nous. Chaque joueur va faire son tableau de 9 cartes, donc 3 par 3, et on va activer une ligne et une colonne sur ce tableau de cartes. Quand on l'active, on va récupérer bien les ressources qui sont proposées. Il y a 3 ressources de base, donc le savoir, la construction et le militaire, qu'on va pouvoir par la suite tout simplement dépenser pour acheter d'autres cartes. Et on va pouvoir également activer, donc on va pouvoir faire les effets des cartes qui vont nous permettre donc d'explorer pour ce module, d'explorer, c'est-à-dire que vous avez en plus une petite rivière de cartes qui vont nous permettre d'avoir des actions supplémentaires, de débloquer des bonus, des points et de encore plus développer son deck building. J'ai pas vraiment envie de dire du deck building, mais j'ai pas d'autre mot puisque les cartes qu'on va acquérir, qu'on va acheter ou qu'on va pouvoir débloquer, eh bien on va les mettre sur son paquet de cartes de pioche. À un tour suivant, eh bien je vais enlever toutes les cartes de mon tableau de 3x3 que j'ai déjà activées au tour précédent et je vais les remplacer par des nouvelles cartes que je viens d'acquérir. Voilà, et au fur et à mesure, on va pouvoir également archiver des cartes, donc défausser pour épurer son deck. Et bien oui, en fait c'est du deck building, sauf qu'on va faire du deck building avec un tableau building également par la même occasion. Donc ça c'est exploration, comme je vais vous l'expliquer, avec les cartes exploration qui vont nous permettre de gagner des points. Et également il y a les 2 autres boîtes avec qui sont disponibles, donc négoce et espionnage. Et bien sûr ces 2-là, je vous en parlerai un petit peu plus quand j'irai jouer. Pour l'instant, je n'ai fait que le module exploration. Sachez que vous pouvez tout à fait mixer en fait les 3 boîtes de jeu de Monumental Duel pour des parties qui sont encore plus compliqué, non, mais en tout cas voilà, pour vraiment aller encore plus loin dans Monumental Duel. Alors le seul petit truc, je trouve que c'est des parties d'environ 45 à 60 minutes, et bien voilà, ce n'est pas un jeu court et rapide. Malgré Monumental Duel, malgré tous les jeux qui sortent spécialement pour 2 joueurs, et bien celui-ci, ça ne réduit pas spécifiquement la durée de partie. Voilà. Comme on pourrait s'attendre pour un jeu à 2 où c'est des parties qui sont plus ramassées, plus nerveuses, plus rapides. Et bien là, non. C'est des parties d'environ minimum 45 minutes. Nous, pour notre première partie, je pense qu'on a bien fait facilement 60 minutes. Donc voilà, tout simplement, et bien avec ces cartes, on va les actionner pour avoir, bien, tout simplement, des points de victoire. Dans le mieux, au pire des cas, c'est des ressources. Ces ressources qu'on va dépenser pour acheter des cartes. Ces cartes qu'on va pouvoir ajouter à notre tableau de building pour avoir des actions encore plus améliorées et en essayant d'avoir le plus de points de victoire possible. C'est un jeu de Matthew Dunstan et illustré par Agri Karunyawan, Georges Bouchelagen et Andri Iwanaga, et un dernier, Tei Bartolome. Et c'est Funforge qui nous propose donc les Monumental Duel. Voilà pour ça, je vous en parlerai très prochainement, de toute façon en review sur Instagram, parce que j'ai quand même si comme d'habitude je râle pas mal, au final j'ai vraiment apprécié, même si ça a été un petit peu long à démarrer. Je me suis dit ok, j'ai compris, maintenant et du coup
eh ben 45-60 minutes, tu te dis, c'est peut-être long sur le papier, mais au final, ça vaut le coup de rester parce que c'est du deck building. Et ça vaut le coup de continuer. Alors c'est peut-être un petit peu long, mais en fait c'est ce qu'il faut parce que justement tu vas vraiment construire ton paquet de cartes et ton tableau building. Et donc voilà. Un avis plus long et détaillé et ma note, eh bien c'est pareil, ça sera lundi dans le débrief ludique à 20h sur Twitch. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Alors Minos, je n'y ai pas joué. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, soit 90 minutes à 120 minutes. Je n'y ai pas joué, mais j'ai très très envie d'y jouer. Il me fait vraiment envie, ce jeu. Donc chez Pixie, 55 €. Pour un jeu chez Pixie qui, généralement, est un gage de qualité assez expert, hein, 14 ans et plus. Donc un très bon initié, je dirais. C'est un jeu donc de Stan Kordonski, illustré par Kasia Witos et monsieur là, que je ne pourrais pas dire son nom. On voit sur le plateau un plateau principal, des plateaux joueurs. Au niveau de la mécanique, on va certainement débloquer, d'après ce que j'en sais, débloquer et améliorer son plateau perso pour interagir avec la carte principale. Il y a également une espèce de rivière de cartes, on va pouvoir acquérir des cartes en dépensant des ressources. On voit ici qu'il y a 3 pistes de score, donc c'est pareil, je pense que chaque joueur va essayer en fait d'être le plus haut classé sur ces 3 pistes-là. J'imagine la piste militaire, la piste de revenus ou de ressources et la piste peut-être de connaissances, de savoir. Donc ça va être une espèce de course comme ça. Il y a certainement également des bâtiments qui sont ici. Là, ça va être probablement des objectifs. Et notre plateau perso, on va enlever des bâtiments. Là, je vois que apparemment c'est des bateaux. Là, c'est des bâtiments. Là, c'est j'imagine, des merveilles peut-être également. Ça n'a pas l'air d'être asymétrique. Je pense que l'asymétrie va se créer au fur et à mesure de la partie, suivant comment chaque joueur va orienter en fait sa stratégie. J'ai très 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 envie d'y jouer. L'univers, voilà, Minos, donc dans l'ancienne royaume de Crète. On va essayer de développer en fait tout simplement sa cité pour s'en sortir mieux que les autres. Je regarde vite fait, mais donc il y a une espèce de conquête de territoire, j'imagine en tout cas de majorité sur ce plateau. C'est marrant, les illustrations, on voit bien les joueurs autour de la table de cette espèce de stèle centrale en pierre avec la carte de la Crète au centre de la table. Donc on voit chaque joueur qui va essayer d'avoir des majorités, qui va essayer de gérer en fait ses ressources et ses points, de virer ses adversaires. Enfin voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Il y a des dés, effectivement, ouais, alors ça c'est pareil, c'est très curieux, ça me donne très très envie de découvrir cette mécanique de gestion de dés avec ces espèces de socles aux couleurs de joueurs, et les dés sont à d'autres couleurs. Peut-être les couleurs qui sont ici. Non, c'est où? Elle est où le plateau principal? Il est là. On voit que les dés en fait sont en couleur du rouge, du jaune et du bleu. Il y a un dé gris qui va peut-être être un dé un petit peu joker, à savoir est-ce que c'est lié. Voilà. Donc ça, dès que je joue, j'aimerais vraiment y jouer assez rapidement. Pour l'instant, je ne sais pas puisque je n'ai pas la boîte, mais je vous invite à regarder sur Instagram. Je pense que vous avez certainement des joueurs qui ont déjà joué. Mais en tout cas, moi, celui-ci me donne et me fait très envie. Hop, on va mettre le petit cœur de la wishlist sur MyLudo pour Minos, l'aube de l'âge de bronze. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez déjà joué, etc. Si ce jeu-là vous intéresse, si vous avez déjà joué ou découvert. Et j'en profite pour saluer tout le monde parce que je parle, je regarde pas le chat. Salut Erwan, salut Je Papillonne, bienvenue à vous.
Il a été nommé au Diamant d'Or pour Minos, oui, effectivement. On le voit sur... hop, je me remets sur la fiche en bas. Donc, aux sélections du Diamant d'Or, effectivement. Et il a eu... je croyais qu'il avait un autre prix, mais non. Donc c'est Board and Dice, hein, en français c'est Pixie Game, comme je disais. Eh bien, on a fait le tour, je pense. Bon, il y a une petite extension pour Andor, il y a une extension également pour Mindbug. Rankster, je pourrais pas vous en parler, j'ai pas trop suivi ce que c'était. Ça, Tales of Kunigi, je pense que c'est pas du tout disponible pour l'instant. Ça sort, je pense, vraiment bien plus tard au mois de mars. En tout cas, ça a l'air assez intriguant puisque c'est vraiment un jeu où vous allez construire un arbre, mais vraiment en 3D. C'est le matériel est assez impressionnant. J'ai déjà eu l'occasion de le voir sur table. Ça donne envie de découvrir et d'y jouer. Mais c'est pas du tout sorti le 7 février. Si on va sur le Doom, le 28 mars. Bah là, au moins, voilà, on a la date. Je vais proposer une modification. Voilà, donc on a parlé de tout ça, on a parlé des 3 Monumental Duels, et après ce sont des jeux de rôle, et ensuite, bien, oui, alors il y a Cyclades, effectivement, mais Cyclades, je vous en parle pas parce que c'est pas un jeu qui m'intéresse particulièrement. C'est la réédition chez Studio H de Cyclades du Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Et illustré par Miguel Coimbra. Il est distribué par Gigamic, mais c'est Studio H qui le réédite en tout cas. Voilà. Donc je pourrais pas vous en parler plus que ça, puisque je ne me suis pas spécialement renseigné sur ce jeu et je n'avais pas joué à la version précédente. On a fait le tour. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo des sorties de jeux de société de la semaine. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires s'il y a des jeux qui vous donnent envie, d'autres qui vous donnent pas du tout envie. Pour avoir mon avis un petit peu plus en détail sur les jeux auxquels j'ai joué, eh bien il faudra venir le lundi soir à 20h sur Twitch. Sinon ça sera tout simplement retransmis sur YouTube. N'hésitez pas à follow la chaîne et à suivre la chaîne, comme ça vous aurez toutes les infos des notifications des lives. Alors Max qui nous dit: j'ai reçu mon exemplaire KS de Cyclades avec toutes les figurines. Ah ouais, ok, donc ce Cyclade là il a été fait en financement participatif. Eh bien je savais pas. Ok, donc j'imagine que tu as la grosse boîte avec au lieu que ce soit des standees comme ça, c'est peut-être des figurines. Ah, on voit qu'il y a des figurines là aussi. Ok, eh bien écoute, n'hésite pas, tu nous montreras ça en photo. Je vais me remettre là. Ça a bien marché, j'ai la complète. Ok. Waouh, ça doit être quand même un truc impressionnant parce que même si le jeu en lui-même peut-être ne m'intéresse pas, je serais quand même curieux d'y jouer. Si jamais on me proposait, si le jeu était disponible quelque part, j'ai l'occasion d'y jouer, oui, j'y jouerais avec plaisir, mais... T'en as fait une partie. Ok. Est-ce que tu connaissais déjà le jeu de base ou tu le découvres vraiment avec cette version KS? Ok, t'avais déjà la première version, donc tu découvrais pas réellement le jeu dans cette nouvelle version. Bon, eh bien parfait. Il y a des jeux comme ça, c'est vrai que quand tu aimes vraiment un jeu, tu sautes un petit peu sur l'occasion quand il est réédité et proposé en version améliorée. Donc là, effectivement, c'est une occasion de se faire plaisir. Et il faut pas hésiter des fois. Hein. Voilà. Hein. Hop. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça fait plaisir. C'est donc Florent le Meeple Vert sur Twitch le lundi à 20h pour les débriefs ludiques, normalement le samedi à 11h pour les sorties de jeux de société. Là on est dimanche, il est 21h bientôt, c'est les sorties de jeux de société. Sinon c'est sur YouTube avec les replays, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Sur Twitch, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Sinon c'est sur Instagram tous les jours en story pour les découvertes et les partages et les reviews de jeux de société. Sur Instagram, n'hésitez pas à venir, j'ai fait
une dernière publication pour voter pour les As verts. C'est le petit clin d'œil aux As d'or. Vous allez pouvoir choisir parmi 3 jeux de société que je vous ai sélectionnés, lequel, selon vous, est le mieux, en tout cas votre préféré. Parmi 3 jeux de ma petite sélection, donc on va retrouver Flowers, nous allons retrouver également Link City, et nous allons également retrouver Stickers. Voilà pour ma petite sélection des As verts. Donc je vous invite à aller sur Instagram pour voter pour votre jeu préféré parmi ces 3. Grâce à Julien et Phoenix qui m'a imprimé un meeple en 3D, et bien un petit peu comme celui-ci, voyez. Sauf qu'au lieu de marquer le meeple vert, eh bien il y aura marqué As vert 2025. Et j'ai bien l'intention de remettre ce meeple lors du Festival des Jeux de Cannes de cette année, au jeu en tout cas, soit à l'auteur, l'éditeur, je verrai suivant qui a remporté. Mais en tout cas voilà, si c'est Stickers, j'irai voir Toumanta et Béa pour lui remettre le meeple. Si c'est Link City, ce sera avec Tribuo. Et si c'est Flowers, ce sera avec Paul-Henri et Actarus Édition. Je pense que Paul-Henri sera à Cannes, j'espère. On verra qui est-ce qui remporte les suffrages. Donc c'est sur Instagram, il faut aller tout simplement sur la publication, descendre tout en bas et voter pour votre jeu favori. Voilà. Et il y a un an, non, j'ai pas préparé, je ne sais pas ce qu'il y est sorti. Ah mais si, c'est vrai, je m'en souviens. Ben en fait on le voit. C'est pas fini, restez là. Il y a un an, qu'est-ce qui est sorti? Et ouais, il y a un an, il y a Captain Thief. Hop. Je recommence. Il y a un an est sorti ce jeu-là, Captain Flip. Et ce jeu-là, il est nommé un an après aux As d'or. Et franchement, entre nous, il a de très grande chance de remporter l'As d'or jeu de l'année 2025, puisque c'est il le mérite en tout cas, même si les 3 autres, les 3 jeux, les 2 autres jeux méritent également l'As d'or. Déjà être nommé, c'est excellent, mais voilà, c'est vrai que depuis pas mal de temps que Captain Flip est sorti, donc un an, effectivement, il y a beaucoup de pronostics comme quoi il est tout à fait possible qu'il remporte en fait l'As d'or. Alors il y a Odin et il y a également Fort au Crone qui mériterait également aussi de remporter l'As d'or. J'avoue que avec l'arrivée presque, j'allais dire comme un cheveu sur la soupe de Fort au Crone qu'on n'attendait absolument pas, j'y ai joué et je me dis ah ouais, quand même Fort au Crone c'est vraiment très bien. Ça me met le doute de savoir quel est parmi ces 2 jeux, parce que Odin, mais qui est là d'ailleurs, même si c'est un excellent jeu, Odin, bon, je le vois peut-être un petit peu moins remporter l'As d'or, même s'il le mériterait tout autant, hein, franchement. Hop, je vais mettre là. Mais voilà, j'avais une préférence jusqu'à présent pour Captain Flip au niveau de l'As d'or. Mais avec Fort au Crone, ça m'a mis quand même un petit doute, une petite hésitation. Mais bon, pour moi, en tout cas, pour mon avis, pour moi, favori, c'est quand même Captain Flip qui a tout pour remporter l'As d'or, parce qu'il est vraiment ultra familial, ultra simple, il est drôle, il est malin au niveau de sa mécanique, même si ça réinvente rien, mais voilà, c'est sympa de piocher sa main dans le sac, de tirer une tuile, de regarder, de prendre la décision, est-ce que je garde cette tuile là ou est-ce que je la retourne pour la placer sur mon bateau. Franchement, ça marche avec tout le monde, tu peux enchaîner les parties, tu te lasses pas parce que c'est jamais pareil, c'est toujours différent. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très fun, ça marche facilement, donc je pense que
Oui, alors exactement, jeu papillon, tu vois, tu dis, ben ça, tu peux jouer avec tout le monde, les petits, les ados, les adultes et les papis, les mamies. Franchement, Captain Flip, c'est ça, c'est que tu joues avec tout le monde. Les règles du jeu sont ultra simples et ça fonctionne. Donc, voilà. Ouais, ben, tu sais, après, il y a Odin qui est sorti également en début d'année, hein. Il est sorti il y a peut-être un petit peu plus d'un an, Odin. Donc ce sont des jeux qui sont installés depuis un an et qui durent et qui ont toutes leurs chances. Alors du coup, est-ce que le jury de l'As d'Or a préféré nommer et fera gagner For Crown pour paf, le balancer et l'installer direct sur le devant de la scène, ou est-ce qu'ils vont préférer faire durer encore plus le plaisir avec un des deux jeux là? Ça on le verra à la fin du mois de février. Ça arrive, c'est dans une quinzaine de jours où on va découvrir les grands gagnants donc des As d'Or. For Crown, c'est un très très bon jeu, franchement très malin, très drôle. Souvent on entend dire For Crown c'est méchant et tout. Non, faut arrêter, c'est pas si méchant que ça. Je veux dire, au pire tu vas te faire défausser un rubis, mais c'est pas méchant, c'est drôle, on aime ça. Moi je me suis fait pas. Alors, ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis un gros râleur, ça doit être infernal de jouer avec moi. Et bien dans For Crown, je me suis fait éliminer à une partie, je l'ai pas râlé parce que c'est drôle, ça m'a fait rigoler. Donc voilà. Et ouais, des jeux des livres confirment. Mais j'ai pas râlé comme je peux râler, comme j'ai râlé par exemple pour Canal, où voilà, je râle vraiment, où ça m'énerve parce que je peux pas faire ce que je veux. Mais là non, c'est une ambiance légère, c'est drôle, c'est rigolo, il faut le prendre comme il est. Donc c'est pas si méchant que ça. Tu refais une partie et tu te venges. Donc c'est plutôt, voilà, c'est fun, c'est pas si méchant que ça. Salut Mighty Game, bienvenue, tu arrives plus ou moins à la fin. Donc c'est dommage presque, si j'avais la place, j'aurais presque pu mettre For Crown. Mais il ne passerait pas. Je vais juste vous le chercher comme ça, je vais vous le montrer. Je sais pas où est-ce qu'il est. Hop, j'arrive. Il est là. Voilà For Crown. Donc presque, j'aurais pu le mettre comme ça, mais sinon on voit plus Captain Flip, ou si je le mets derrière. Ah, on va le mettre à la place de Art Society. Si je le mets comme ça, on aura les 3 jeux nommés à l'As d'Or dans la catégorie jeu de l'année. Et avec le monumental en dessous pour rappeler le monumental actuel. Voilà. En même temps, vous voyez, je refais avec vous ma ludothèque. Et celui-là, on pourrait aussi le mettre, hein, franchement. Hop là, ouais, ça passe nickel, en tease. Il brille dans le noir, il paraît. Je vais le mettre en pleine lumière et je verrai ce que ça donne cette nuit quand j'éteindrai la lumière. Voilà, alors je regarde un petit peu vite fait vos commentaires. Alors Max, tu dis For Crown, ça cible moins de personnes, je pense. Oui, c'est possible que ça s'adresse à peut-être un petit peu moins, mais ça, c'est pas 100% sûr parce que moi, mon barème en fait pour les jeux tout public, c'est mes collègues qui ne jouent qu'une fois par semaine avec moi. Donc on a déjà joué à Captain Flip, on a déjà joué à Odin, on n'a pas encore joué à For Crown. Il faut que j'y joue cette semaine avec mes collègues, voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça va marcher, ça va tout aussi bien marcher. Mais il y a des petites règles en plus qui fait que c'est pas 100% pour tout le monde. Même si ça reste quand même très accessible. Alors Mighty Game, tiens d'ailleurs, qui est jamais d'accord avec moi, j'aurais envie d'être d'accord avec toi si j'avais pas vu des enfants de 7-8 ans pleurer autour de For Crown au centre. Ils étaient en peine en disant que les autres étaient vraiment méchants. Ok, d'accord. Alors avec les tout petits, enfin les 7-8 ans, ça les fait pleurer. Bon, ah ouais, là je reconnais, mais
Fort Ocron, c'est quoi? Ils disent quoi sur la boîte? C'est du 8+. C'est du 8+. Donc, c'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu familial. Donc, avec les plus petits, ouais. Peut-être qu'effectivement, du coup... oh, les pauvres, ouais, effectivement, s'ils pleurent parce qu'ils se sont fait éliminer... Bah oui, mais bon, c'est dans beaucoup de jeux, hein, comme ça, où bah, tu te fais éliminer. Bon, bah voilà. Il faut pas non plus... Bah, ça dépend après les autres joueurs, si ça chante sur le même joueur. Oui, c'est sûr que là, c'est moins drôle. Mais bon... Ouais, voilà. Mais avec les plus petits, c'est un petit peu plus compliqué. Ils ont un petit peu moins peut-être cette façon de réagir aux jeux de société. Donc c'est peut-être pas adapté vraiment pour les moins de 8 ans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que tu vas demander à un enfant de faire la part des choses, hein, bah ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est pas un jeu, pour un enfant. Encore une fois. Voilà, et oui, Max, je pense que tu connais aussi un petit peu comment les jeunes peuvent réagir. Euh, alors, toi, jeu papillon de Kunit, j'en ai un qui ne supporte pas Hit, car il ne sait pas s'arrêter, mais le jeu est sympa quand même, donc ça dépend des caractères. Ouais, dans Hit, si tu sais pas t'arrêter, le problème c'est que tu risques de tout perdre, et en plus... les autres joueurs vont pouvoir venir te piller ce que tu avais déjà essayé de réussir à garder. Donc là, dans Hit, franchement, oui. Parce que là, il y a de quoi râler. Parce que dans Fort Ocron, tu fais quoi? Allez, tu vas perdre un ou deux rubis. Bon, voilà. Dans Hit, tu perds carrément des dizaines de points des fois. Hein. Donc ça fait encore plus râler, je pense. Les jeux comme Stop ou encore comme la planche des pirates. Alors j'ai jamais joué à la planche des pirates. C'est vraiment plus pour enfants. Mais là c'est du Stop ou encore assez accessible et simple puisque c'est vraiment un jeu à destination du jeune public. Alors comme Captain Flip ne plairait pas à certains car ça manque de méchanceté. Alors oui. Du coup, Captain Flip, il n'y a pas de méchanceté puisqu'il n'y a que très peu d'interactions en fait. Hein. Il y a zéro interaction d'ailleurs. C'est le premier qui arrive à faire 4 colonnes sur 5, je crois, dans son bateau qui met fin à la partie. Mais c'est tout, il n'y a pas d'interaction. Peut-être que du coup, si jamais Captain Flip rapporte un as d'or, eh bien, ça serait l'occasion idéale pour que les auteurs, eh bien, Paolo Mori, fassent une petite extension ou un petit module qui va permettre juste de rajouter quelques tuiles qui vont créer de l'interaction, genre... si vous piochez cette tuile-là, je ne sais pas quel personnage ça pourrait être, eh bien vous allez virer une tuile chez un adversaire. Là, ça crée de l'interaction et du chaos. Ça pourrait être rigolo, par exemple. Voilà. Ah, ok. Donc tu vois, Mighty Game qui nous dit, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle tuile à Captain Flip sur BGA, un dauphin. Ah je sais pas, je savais pas. Un dauphin, d'accord. Et tu sais ce qu'il modifie donc, dans le jeu? C'est quoi son petit pouvoir, son action de jeu de l'interaction, peut-être. Ça serait intéressant. Après, un dauphin, je vois pas trop ce qu'il pourrait apporter comme truc. Non, je sais pas, j'aurais plus pensé à une tuile. Bon, il y a le singe et le perroquet, ils existent déjà, mais tu aurais pu inventer la canonnière, elle existe déjà, mais un truc où tu tires sur le bateau de ton adversaire pour lui faire défausser un personnage, par exemple, ou alors je sais pas. Bref, j'invente des trucs, mais ça ne verra peut-être jamais le jour. Mighty Game, n'hésite pas à nous dire ce que tu... Ah ben voilà, en commençant par vous, chaque joueuse flippe une tuile au choix de son plateau et applique l'effet du personnage ainsi révélé. Remettez le dauphin à la boîte, piochez et jouez une nouvelle tuile. Ok, donc c'est une seule fois, le joueur pioche le dauphin, il est remis dans la boîte, donc il ne sera plus jamais pioché, et tous les joueurs doivent retourner une tuile. Ouais, c'est pas ouf, hein. Enfin, c'est comme si tu piochais un singe, en fait. Mais tout le monde, ouais. Oui,
c'est pas très méchant parce que des fois les singes tu les attends justement pour retourner des tuiles, donc je trouve, ouais, c'est pas fifou. Ça crée pas une interaction de ouf en tout cas, hein. C'est pas ce que j'attendais. Ça rajoute pas l'interaction, non du tout, sauf que bon, bah, des fois, si un joueur pioche le dauphin et que tout le monde doit retourner une tuile, bah, c'est la seule interaction, c'est-à-dire que bon, bah, tu vas retourner une tuile, mais souvent les tuiles singes, tu les attends justement pour retourner, donc ça peut être plus un avantage que un désavantage. Moi, l'interaction en fait entre les joueurs, j'entends ça du fait que ça crée du ralage, c'est-à-dire que tu vas faire quelque chose chez ton adversaire qui va l'embêter, qui va le pourrir un petit peu. Sinon, si c'est de l'interaction positive, bon, c'est moins drôle. Oui, voilà, ça sauve même les autres. Effectivement, comme je dis que tu attends la tuile singe de ton côté, souvent, pour t'avantager. Ouais, donc le dauphin, au final, c'est pas... Non, on veut pas du dauphin. On veut pas celle-là. Changez, trouvez autre chose. Trouver un corsaire qui va dégager une tuile chez l'adversaire ou qui va faire sauter le tour de l'adversaire suivant, qui va empêcher de piocher une tuile ou qui va obliger le joueur suivant à piocher une tuile et ne pas choisir. Voilà. Ouais, voilà, on veut d'autres tuiles fun, jeu papillon. Tu as raison. Ah oui, ça aussi, voilà. Donc ça, bah ouais, Max, tu aurais dit, c'est pas mal. Tu aurais dit retourner une tuile chez quelqu'un. Bah, c'est-à-dire que tu vas choisir chez quelqu'un, tu vas lui retourner une tuile. Ça aussi. Alors, salut Guillaume, bienvenue. Le Meepleverse concepteur de jeu, non. Moi, je me contente simplement de critiquer, de râler et de donner mon avis et de faire des petites suggestions, effectivement, de micro-extensions ou de micro-modules pour les jeux de société. D'ailleurs, j'en aurais un à proposer, mais je lui ai déjà proposé à Stickers. J'ai pas mal de petites idées que j'ai déjà soumis à Béa, l'autrice. Elle n'est pas d'accord. Bon, voilà. Mais non, je ne suis absolument pas concepteur de jeu. C'est un truc qui est beaucoup trop compliqué pour mon pauvre petit cerveau. Râler est ma passion. Mais il y en a un en face là et il rigole parce que ouais, il en a pour son argent au niveau du râlage parce que je suis un gros râleur. Notamment cet après-midi avec Canal. Voilà, bref. On a fait le tour des sorties, on a fait le tour des sorties de l'année dernière. Juste donc l'année dernière, c'est Captain Flip qui est sorti. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Twitch en direct, d'avoir participé. N'hésitez pas à venir sur YouTube à follow la chaîne pour avoir les replays. Si vous êtes sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également et à venir sur Twitch pour suivre en direct et discuter en même temps. Les lundis soirs 20h, le débrief ludique, on parle des jeux de société auxquels j'ai joué, on donne notre avis et on les note sur MyLudo. Le samedi matin, normalement, là on est dimanche soir, on parle des sorties des jeux de société. Et sur Instagram, tout au long de la semaine, en story pour les partages et les découvertes et les reviews de jeux de société. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve demain en live pour le débrief ludique. En attendant, amusez-vous bien et à très bientôt. Salut, ciao ciao.